Avoir une bonne hygiène numérique à l'heure actuelle, c'est même plus un choix, c'est une obligation. C'est-à-dire que tout le monde devrait avoir une base en fait de connaissances de cybersécurité pour se protéger. Les cyberattaquants, ils sont pas fous. Ils savent que là où ils ont le plus de chances de pouvoir pénétrer une entreprise, c'est via le facteur humain. Et en fait, ils utilisent maintenant l'IA pour justement pénétrer ces cyberattaques. Le facteur humain, on peut essayer de le contraindre sur tous ses biais cognitifs. Au plus vous êtes proche des appétences du collaborateur, au plus vous utilisez des mécanismes de pression, d'urgence, peut-être qu'effectivement vous allez pouvoir l'utiliser comme une vulnérabilité. On est à l'ère de l'IA, tout va très vite. Vous avez de nouvelles attaques toutes les semaines, tous les jours. Et faire une formation une fois par an ne répond plus à ces problématiques. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série du monde de la cyber. Je suis aujourd'hui en direct du VIP Lounge de l'Hippodrome Paris-Longchamp et je suis ravie de retrouver à nouveau Arnaud Loubatière, directeur France chez SoSafe. Bonjour Arnaud. Bonjour Leslie. Merci encore pour cette belle invitation. Donc nous sommes ici au cœur du Signal Security Summit, un événement à huis clos organisé par SoSafe qui réunit 150 leaders de la cybersécurité. Ici, on ne parle pas de failles techniques, mais de psychologie, de manipulation et de résilience mentale. La transformation du risque, on la vit tous et la nouvelle cible, c'est l'humain. Alors, pour décortiquer ce changement de paradigme, nous avons réuni un panel d'experts exceptionnels autour de ce podcast, dont le président du Césin, Fabrice Bru, ou encore Philippe Smelty, CISO chez CNRS Innovation. Et pour commencer, Arnaud, j'aimerais planter le décor avec toi. Les budgets cyber explosent, les RSSI achètent des dizaines d'outils et pourtant, le sentiment d'insécurité n'a jamais été aussi fort. Comment expliques-tu ce paradoxe ? Il y a un paradoxe actuel entre les budgets qui sont dépensés et ce sentiment d'insécurité pour deux raisons principales. La première raison, c'est le contexte géopolitique qu'on a actuellement. On le voit avec... on n'a jamais vu autant de défiance entre l'Europe, la Russie et les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Ou depuis, on va dire, la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Et en plus de ça, il y a l'avènement de l'IA qui arrive. Alors, on en parle depuis plusieurs années maintenant, il n'y a pas de souci, mais l'IA est au goût de tous et disponible pour tous aujourd'hui. Et on se rend compte que c'est de plus en plus difficile de pouvoir spotter des attaques, de pouvoir sécuriser ses humains, sécuriser son SI. Donc, les réflexes normaux vont être de dire je vais dépenser des sommes folles pour pouvoir sécuriser un maximum ce que je contrôle. Et ce que je contrôle, en fait, c'est ma technique. C'est la technique. Et j'ai toujours ma faille qui est ce côté humain-là, parce que les cyberattaquants, ils sont pas fous. Ils savent que là où ils ont le plus de chances de pouvoir pénétrer une entreprise, c'est via le facteur humain. Et en fait, ils utilisent maintenant, depuis quelques années, l'IA pour justement pénétrer ces cyberattaquants. Donc, on a une explosion des budgets, vraiment d'un point de vue solution cyber pour protéger les infras, et d'un autre côté, une explosion des attaques qui visent l'humain directement. On parle du facteur humain depuis plusieurs années, une dizaine d'années déjà. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé cette année avec l'IA, notamment pour que l'on passe d'une case formation à cocher à une véritable urgence aujourd'hui pour les COMEX ? Ce qui a changé là récemment, c'est le fait que l'IA facilite vraiment la chose du côté scalabilité des attaques. Jusqu'à présent, grosso modo, c'était des sujets génériques, sans trop de personnalisation qui étaient envoyés. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnalisation dans les sujets dans les attaques qui sont faites par les cyberattaquants. Je te donnais deux exemples. La livraison avec ton nom, prénom et ton adresse pour un colis, savoir si tu es chez toi. Alors, on va pas seulement te demander de l'argent, on va pouvoir peut-être te cambrioler si tu réponds et que t'es pas là. Le deuxième élément, c'est de pouvoir avoir des éléments sur les entreprises. Tu as beaucoup d'exemples aujourd'hui où tu as des nouveaux entrants chez les entreprises qui reçoivent directement, quand ils font un changement de poste sur LinkedIn,
un faux email, un faux texto pour demander des éléments. Et en fait, c'est des cyberattaquants derrière qui spotent ces éléments-là et qui sont capables de reproduire une attaque en temps quasiment réel. Et aujourd'hui, on se doit de s'adapter en fait à l'humain, de s'adapter à ce qui se fait. Et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a voulu mettre en place Signal pour parler justement de ce système de défense adaptatif. L'événement d'aujourd'hui s'appelle Signal. Dans les centres opérationnels de sécurité, ce qu'on appelle des SOC, les équipes sont noyées sous les alertes. Alors comment fait-on aujourd'hui pour faire la différence entre le bruit, ce qu'on appelle le bruit, et le véritable signal qui annonce ou précède une crise? Alors, comment on fait aujourd'hui? C'est de pouvoir déjà former les collaborateurs pour qu'ils arrivent à détecter en fait ces signaux-là. Les signaux faibles, on aura toujours des éléments qui seront détectables dans une tentative d'attaque. Donc l'objectif vraiment, c'est de pouvoir faire en sorte que les collaborateurs d'une entreprise puissent détecter les signaux forts et les signaux faibles et faire en sorte qu'ils soient capables de reporter rapidement aux équipes cybersécurité, donc aux équipes SOC directement, à partir du moment où il y a un signal, où ils perçoivent un signal faible, un signal fort, peu importe le sens, et les accompagner directement dans la détection de ces menaces au niveau des équipes SOC. Donc chaque collaborateur devient acteur de la cybersécurité de son entreprise. Ouais, si on peut le schématiser, en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir un rempart global et en fait, ça sera plein de collaborateurs avec plein de petits boucliers et chacun de ces boucliers, en fait, ça va être entraîné via de la formation, des entraînements, des mises en situation réelle et en fait, on va leur apprendre à détecter et en fait, toute personne qu'on est dans une entreprise va permettre à une entreprise de pouvoir élever son niveau de sécurité en formant ses collaborateurs. Et qu'est-ce qu'on trouve ici qu'on ne trouve pas sur d'autres événements cyber ? Alors, ce qu'on trouve ici, en fait, on veut l'axer autour de 3 piliers. Le premier, c'est d'avoir des retours d'expérience, des vrais, tu vois, des décisions, parce qu'il y a plein de choses qui marchent. Ouais, on va en avoir dans cet épisode, je pense. Exactement, il y a des choses qui marchent, il y a également des choses qui ne marchent pas, et c'est bien de le savoir, personne n'est parfait. Mais surtout, c'est de savoir sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de pouvoir permettre aux autres ciseaux de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Tu vois, et de pouvoir mettre en place des vraies stratégies qui marchent. Le deuxième élément, c'est de pouvoir avoir des interventions d'experts, que ce soit au niveau juridique, au niveau de l'intelligence artificielle. On a vraiment un panel de speakers qui est là pour nous éclairer, qui va pouvoir accompagner dans la vision l'ensemble des participants à Signal. Et le principal, à mon sens, c'est de pouvoir échanger les uns avec les autres et de pouvoir partager ses retours d'expérience, partager ce qui marche, partager sa vision et faire en sorte de construire quelque chose de commun en réalité pour pouvoir contrer les menaces d'aujourd'hui. Ça, c'est une force que l'on a dans la cyber, le partage d'informations, l'envie de partager les bonnes et les mauvaises pratiques. Qu'est-ce que tu attends, toi, de cette journée, Arnaud ? Tu veux repartir avec quoi aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai pas d'attente personnelle, j'ai plus des attentes pour les participants. Et ce que j'aimerais, c'est que ces participants-là, à la fin de la journée, ils soient capables demain, ou lundi, alors demain on est vendredi, mais on va dire dès demain, de pouvoir avoir pris un insight, tu vois, sur Signal, et le mettre en place directement. Là, franchement, si je pouvais avoir ce retour d'expérience de 2-3 participants qui m'ont dit, écoutez, on a entendu ça, on l'a mis en place et ça marche chez nous, déjà on aura fait un bon pas. Eh bien, c'est ce que je te souhaite. En tout cas, Arnaud, merci beaucoup d'avoir présenté les enjeux autour du Signal Security Summit. On continue de parler de transformation du risque avec notre prochain invité. Merci Leslie. Fabrice Bru, bonjour. Bonjour. Vous avez une double casquette particulièrement intéressante puisque vous êtes président du CESIN, le club des experts de la sécurité, de l'information et du numérique. Vous disposez d'une vue à 360 sur tout le marché et vous êtes également directeur cyber et architecture du groupement Les Mousquetaires, dont vous avez aussi les mains dans le cambouis. Est-ce que vous constatez un décalage entre le discours institutionnel sur la cyber et la réalité du terrain aujourd'hui ? Non. Je vais le dire comme ça. En fait, il n'y a pas tellement de décalage. En revanche, les difficultés auxquelles on peut être soumise, c'est surtout son application sur des périmètres. On n'arrive pas à couvrir l'intégralité des périmètres. On n'arrive pas toujours à pouvoir aller dans les niveaux de profondeur que l'on souhaite parce que souvent... soit les organisations sont trop grandes, soit on a encore à convaincre de la nécessité d'un certain nombre de plans d'action sur des périmètres, soit c'est des périmètres qu'on n'adresse pas directement.
Voilà un petit peu les différences qu'il y a entre la théorie et la réalité. En revanche, effectivement, heureusement que la théorie nous sert comme une stratégie pour pouvoir mettre en œuvre des plans d'action très opérationnels de cyber pour protéger les actifs numériques des entreprises qu'on représente. Et quels sont les périmètres qui ne sont pas assez traités selon vous aujourd'hui ? Il y a des périmètres qui sont beaucoup plus compliqués à traiter d'autres. Je pense notamment, quand on discute avec un certain nombre de membres du CESA, on voit que le périmètre industriel, par exemple, pour des entreprises de type PME, ETI, c'est encore un grand domaine je ne vais pas dire à explorer parce que ça a commencé quand même depuis quelques années, mais qui n'est pas au même niveau de maturité cyber que des périmètres plus IT. Des périmètres aussi d'entreprises qui ne sont pas encore assujettis à des réglementations particulières, si ce n'est le RGPD. Eh bien, vous allez avoir des périmètres qui sont beaucoup plus difficiles à adresser que, par exemple, si vous êtes des institutions qui sont déjà régulées par des autorités tierces. Est-ce que vous observez une évolution dans la perception du risque cyber ? Est-ce qu'aujourd'hui, les COMEX comprennent que la cyber n'est pas uniquement le problème du service informatique ? Alors là, c'est pareil. Selon la taille de votre entreprise, les réponses peuvent être plus ou moins différentes. Dans les grandes entreprises, oui, le risque cyber est clairement à l'ordre du jour des comités exécutifs. Je ne dis pas qu'on y va toutes les semaines et qu'on explique toutes les semaines le risque cyber, mais ils ont parfaitement intégré l'idée que le numérique aujourd'hui peut être une source d'arrêt d'activité. Et se cachent derrière ce sujet tous les enjeux de résilience de l'entreprise et de l'intégralité des fonctions. Pour d'autres entités, il y a encore un petit peu de travail à faire, c'est-à-dire que ils en entendent parler, ils sont un peu conscients du risque, mais ils n'arrivent pas à le matérialiser, ou ils n'ont pas encore d'équipe qui soit suffisamment staffée pour pouvoir traiter ces risques et bien l'expliquer. En fait, l'enjeu, c'est surtout de savoir l'expliquer concrètement au travers d'événements redoutés qu'on présente en COMEX. Et aujourd'hui, on est à un événement sur lequel on parle beaucoup du risque humain. Comment est-ce que vous définissez, vous, le facteur humain ? Moi, je crois, comme me disait, je vais reprendre une expression assez connue, il n'y a de richesse que d'hommes, et je vais mettre un H majuscule. Moi, je pense que effectivement, le capital humain est essentiel dans tout ce qu'on entreprend. Déjà, c'est le plaisir d'aller travailler le matin, c'est donc du plaisir social, c'est du plaisir de partage. Quand on fait de la sensibilisation, de la formation, de l'éducation aussi, en dehors de la cyber, c'est aussi la fierté de transmettre. Et puis, c'est aussi chacun a son expertise. Et on s'aperçoit que souvent, j'aime bien cette phrase qui est de dire tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et du coup, moi, je trouve ça très intéressant dans une équipe cyber ou dans une DSI ou dans une entreprise, qui est de se dire, finalement, je somme des expertises et j'arrive à définir des choses et parfois je vis des aventures qui sont assez extraordinaires. Et pourtant, le facteur humain est aujourd'hui un facteur de risque. Oui, bien sûr que c'est un facteur de risque, mais c'est un facteur de risque, si je suis un peu taquin, pas plus que la panne matérielle d'une chaîne de production industrielle, pas plus qu'un incident informatique. Voilà, c'est un facteur de risque parmi d'autres. La seule différence, et c'est ce qui en fait aussi toute sa spécificité et sa richesse, c'est que le facteur humain, on peut essayer de le contraindre sur tous ses biais cognitifs. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que au plus vous êtes proche des appétences du collaborateur, au plus vous utilisez des mécanismes de pression, d'urgence, donc vous jouez sur les sentiments, au plus vous jouez sur le visuel, peut-être qu'effectivement, vous allez pouvoir l'utiliser comme une vulnérabilité. On a souvent eu tendance à dire que les problèmes informatiques ou les problèmes de manière générale étaient souvent entre la chaise et le clavier. Moi, je pars du principe que normalement, le problème, il est avant la chaise, en fait. C'est-à-dire que le collaborateur ne devrait pas, ou la collaboratrice, ne devrait pas être inquiété et pouvoir agir en toute connaissance de cause. Après, il y a la malveillance, mais ça, c'est un autre débat, et ça, c'est d'autres
situation. On parlait de réglementation tout à l'heure. Est-ce que NIS 2 change la donne à ce sujet et oblige désormais les dirigeants à s'intéresser au comportement de leurs collaborateurs ? Alors, oui. Effectivement, la réglementation NIS 2 va un petit peu modifier, ou du moins apporter de nouvelles exigences. Mais j'aurais tendance à dire, on a connu ça en 2016 et ça s'appelait le RGPD, où effectivement, il fallait sensibiliser sur le risque des données à caractère personnel. Là, on va repartir au combat sur de la sensibilisation autour du risque numérique. Voilà. Et effectivement, ça va donner des leviers. Alors, toujours pareil, ça va donner des leviers, mais pas la même force, selon que vous allez être entité essentielle ou entité importante. Si vous êtes entité essentielle, oui, vous aurez des exigences qui font que vous serez obligé de faire de la sensibilisation. Après, le fond du sujet, c'est que les entités qui vont être entités essentielles sont déjà des entités qui peuvent être régulées, qui peuvent être sur d'autres règlements européens. Je pense notamment à DORA pour le secteur assurance et banque. Vous étiez potentiellement déjà assujetti par la loi de programmation militaire. Vous étiez peut-être déjà NIS aussi, donc opérateur de services importants, enfin de services essentiels, pardon, opérateur d'intérêt vital. Et donc, du coup, vous aviez déjà en fait en marche toutes ces sensibilisations ou ces actions de sensibilisation. Là où ça va effectivement apporter de l'eau au moulin des directeurs cyber ou des RSSI, c'est tous ceux qui vont être considérés comme des entités importantes qui sont dans l'annexe 2 de la directive, où là, effectivement, il va falloir aller voir nos COMEX et puis il va falloir aller voir les responsables métiers du périmètre considéré sur lequel le système d'information va être considéré NIS 2 en fait. Et donc ça va forcément apporter des biais, des leviers, etc. Et quelle est la mesure la plus efficace que vous connaissez, vous, à date, pour mieux protéger les collaborateurs face à ces nouveaux risques ? Alors pour moi, il n'y a pas de recette miracle. Celle qui fonctionne le mieux, c'est la communication, c'est-à-dire partir des exemples très opérationnels de ce qu'on voit au quotidien ou d'incidents qu'on a réussi ou d'attaques qu'on a réussi à bloquer. Et puis, au lieu de le garder pour soi, en faire un cas d'usage et expliquer à tout le monde ce qui s'est passé. Voilà. Rien ne vaut le concret. Et ensuite, rien ne vaut aussi notre capacité à s'intégrer dans les missions au quotidien du collaborateur. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous le mettez, vous lui mettez une formation de cyber pendant 3 heures alors qu'il a déjà un agenda surchargé, vous n'aurez pas la même réception que si vous vous intégrez dans son flux quotidien de travail, d'outils, une communication par mail, ça tombe bien, il lit des mails, une communication, une sensibilisation en e-learning sur du chat ou autre chose, ça tombe bien parce qu'il chatte aussi régulièrement. Et puis quand vous êtes dans des usines ou quand vous êtes dans des magasins, repartir de ce qu'ils se font et trouver d'autres petits mécanismes pour les sensibiliser. Et quand il faut arbitrer un budget face à une alerte critique, là je fais appel à votre casquette de directeur cyber, comment faites-vous pour ne pas céder à la tentation d'acheter la dernière solution technique magique et pour trouver le courage d'investir sur du long terme, c'est-à-dire dans la culture de vos collaborateurs ? Alors en fait, je vais enfoncer une porte ouverte, mais en général, on dit que pour un incident, il y a 3 points. Premier point, le process. Deuxième point, les people. Troisième point, les outils. Donc la tentation d'outils, finalement, c'est mon 3e choix. Donc déjà, on va essayer de comprendre où est-ce que le process a bugué. Et donc on va essayer de travailler sur comment on peut faire pour que ça n'arrive plus. Le deuxième, c'est est-ce qu'on a les compétences en interne qui nous permet de mettre en œuvre ce process. Et donc faut-il les faire former, faut-il les faire monter en compétences, faut-il aller chercher de nouvelles ressources. Et à la fin, on regarde si effectivement on pourrait automatiser, être plus efficace, aller plus vite grâce à un outil. Mais mon premier objectif quand je dois arbitrer, c'est surtout de me dire est-ce que j'ai les compétences en interne et est-ce que j'ai les process. L'outil, on arrivera toujours à trouver l'outil. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Bru, donc président du Césin et directeur cybersécurité et architecture du groupement Les Mousquetaires, d'avoir accepté de partager votre vision sur les évolutions de la perception du risque cyber. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
J'accueille désormais François Massot, avant-vente chez SoSafe. Bonjour François. Bonjour Leslie. Alors, toi, tu vas nous parler de l'approche scientifique et psychologique développée par SoSafe pour accompagner l'humain au quotidien à faire face aux risques cyber et à ses évolutions permanentes. Mais avant ça, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi les approches traditionnelles comme le module de e-learning une fois par an n'est plus adapté pour lutter efficacement contre ce risque ? C'est une bonne question. En effet, c'est plus adapté. On est à l'ère de l'IA, tout va très 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 vite. Et en effet, vous avez de nouvelles attaques toutes les semaines, tous les jours qui arrivent sur le marché. Et effectivement, faire une formation une fois par an rapidement ne répond plus à ces problématiques, sont généralement déphasées par rapport aux nouveaux types d'attaques qui viennent sur le marché. Voilà, pour résumer, en effet, c'est plus du tout adapté. Il faut faire des formations constante, régulière, pour que les personnes ne soient plus seulement averties ou informées une fois par an, mais constamment au fur et à mesure que ça devienne plus un réflexe, une habitude, qu'une réelle contrainte organisationnelle ou plutôt technique de passer ce type de formation. Et quelle est votre méthode justement pour construire un produit de sécurité qui soit adapté à la transformation de la menace et surtout qui ne ressemble pas à une punition ou à une contrainte pour le collaborateur ? Alors c'est une bonne question. Il y a deux questions en une. C'est la contrainte et la punition. Alors la contrainte, c'est je dois faire l'exercice. C'est une contrainte. Généralement, c'était assez rébarbatif. On avait des vidéos à suivre qui faisaient 5, 10, 15 minutes, assez longues et pas vraiment adaptées ou pas forcément adaptées au profil des utilisateurs. Et puis il y a la sanction, la punition. Je suis bon an mal an cette formation et en plus je la passe et j'échoue. Donc j'ai la double peine. Donc ce qu'on essaie chez SoSafe, c'est d'avoir toujours une démarche proactive et du moins essayer de se mettre à la place de l'utilisateur et de voir sur 3 aspects, de faire des formations ciblées pour les utilisateurs. Vous êtes un télétravailleur, vous êtes une personne dans un bureau, vous travaillez dans un hangar, dans un entrepôt. Forcément, vous n'avez pas les mêmes habitudes, les mêmes problématiques auxquelles faire face. Et donc, on va adapter ces modules en fonction de votre profil, petit 1. Et puis ensuite, on va gamifier ces formations, faire des modules très très courts, pas forcément des vidéos, où ce seront toujours plutôt des vidéos introductives à un scénario, mais essayer de gamifier, alors de rendre ludique en français dans le texte, pour amener un petit peu plus d'interaction avec la personne qui interagit et qui est le héros de l'histoire qu'on veut essayer de leur apprendre. Et ensuite, si elle échoue, si la personne échoue, de lui expliquer, lui réexpliquer d'une autre manière, et que c'est la manière d'apprendre. On échoue, on retombe et on recommence. C'est pas une sanction, c'est une démarche naturelle, humaine de l'apprentissage. On peut rappeler aussi que les attaquants, eux, ils ont un produit parfait, les attaques générées par IA qui ciblent nos failles psychologiques avec une précision clinique. Comment utilisez-vous le développement produit et la data chez SoSafe pour hacker les hackers et créer des réflexes justement chez l'utilisateur avant même qu'il ne clique, puisque c'est ça l'objectif au final? En fait, les hackers ont des outils très performants. On a vu une explosion du nombre d'attaques grâce à l'intelligence artificielle qui permet de mieux cibler les utilisateurs, de pouvoir scanner par exemple votre profil LinkedIn et de vous attaquer en vous connaissant mieux. Vous avez tous reçu un SMS qui vous dit qu'il y avait un colis pour vous, je suis à votre adresse, avec une image, avec votre nom qui est sur le colis. Oui, donc voilà, c'est une réalité. Donc l'idée, c'est de travailler avec les mêmes mécanismes, mais à l'envers, c'est de former les gens à ne pas paniquer lorsqu'ils reçoivent ce type d'email. Donc c'est vraiment le rôle de SoSafe d'essayer de former les gens, de les informer sur le nouveau type d'attaque. On a évidemment des retours d'expérience et des retours d'attaque de la part de nos clients et de notre propre veille technologique, et de pouvoir adapter les formations en micro-learning. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est, comme je le disais au préalable, c'est de ne pas faire des formations une fois par an, c'est d'une manière continuer à former les gens en travers de petites formations, de petites sessions d'information sur le type de menace,
essayer de jouer avec les biais cognitifs de telle ou telle personne qui est plus sensible à une injonction qui pourrait venir d'un manager ou plus sensible à l'appât du gain avec une offre financière très alléchante. Et essayer d'orienter une formation, du moins de cette sensibilité à telle ou telle appétence sur un sujet que je viens d'évoquer, et de l'informer là-dessus pour qu'elle puisse être plus résiliente face à une véritable attaque. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu des résultats de cette méthode. Oui. Aujourd'hui, les RSSI, ils utilisent quotidiennement des tableaux de bord pour suivre l'évolution d'un projet. On a besoin de data. Donc, quelle est la data produit que vous regardez avec eux pour pouvoir affirmer que l'entreprise est devenue plus résiliente, que ça marche? Nous fournissons un tableau de bord qui est assez exhaustif sur l'usage qui est fait de nos outils, et notamment sur tout ce qui est simulation de phishing, par exemple, ou de formation. Donc, ces retours sont précieux pour les entreprises. Alors, généralement, les entreprises, ce qui comptait, c'était pour être compliante, c'est bon, mes collaborateurs ont suivi la formation, j'ai bien compris, je coche la cage, c'est bon. C'est pas assez suffisant, du moins c'est pas notre philosophie chez SoSafe. On veut vraiment que l'humain soit la première barrière de défense et participe activement à la défense aux côtés du RSSI. Et pour répondre à votre question, on a justement la possibilité de pouvoir suivre en temps réel l'évolution du comportement des individus. Par exemple, face aux menaces de phishing, c'est le nombre de clics. Voilà, j'ai fait une campagne de phishing avec centaines de personnes. J'ai une vingtaine de % de personnes qui ont cliqué sur des mails ou du moins sur des liens potentiellement malveillants. Au bout d'un mois et des formations que j'ai pu faire, ce nombre décroît. Je vais pouvoir avoir ce type de retour d'informations que je vais pouvoir partager avec le client et que le client va pouvoir partager aussi auprès d'instances réglementaires, de directives et de son commerce, etc. En effet. Merci beaucoup François d'avoir partagé les coulisses du développement de cette nouvelle approche pour renforcer notre résilience face aux risques cyber. Merci beaucoup. Pour conclure cet épisode, nous passons à la réalité du terrain avec Philippe Smelty, RSI chez CNRS Innovation. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors dans le milieu de la cyber, on entend souvent parler du manque d'implication des directions générales pour les sujets de cybersécurité. Pourtant chez vous, ça ne se passe pas comme ça. Votre DG, votre secrétaire général s'assoit aux réunions opérationnelles. Comment passe-t-on d'un COMEX qui valide un budget à un COMEX qui s'implique concrètement? Et est-ce que c'est ce qui s'est passé chez vous? Oui, c'est important d'avoir en effet le soutien de la direction générale, mais aussi de tous les niveaux hiérarchiques. Et ça, on l'a obtenu. Alors déjà parce que dans le milieu, disons, de l'éducation nationale et de la recherche, il y a eu beaucoup de cyberattaques, malheureusement beaucoup de cas de cyberattaques réussis. Et donc ça fait qu'on est extrêmement sensibilisé. Et en effet, du coup, d'avoir une direction générale qui est sensibilisée, ça aide énormément, notamment quand il s'agit du coup de mettre en place, des mesures incitatives, d'avoir même une politique et disons une démarche sécurité globale en fait. Et un peu une culture de la sécurité, de la cybersécurité qui va imprégner tous les collaborateurs. Donc c'est important d'avoir tout le monde avec soi. Comment vous avez réussi à les avoir avec vous? Alors, je pense qu'il était déjà heureusement un peu féru du domaine d'informatique et de sécurité, de cybersécurité. Je pense qu'il était déjà conscient des risques. Ça aide déjà. Et puis après, moi, ce que je fais assez souvent, c'est que je fais des points news sur qu'est-ce qui se passe, les cyberattaques réussies, qu'est-ce qu'on risque, quelles sont les données qu'on gère, etc. Et comme ça, je suis certain que tout le monde a conscience du risque, particulièrement, parce qu'on traite aussi de propriété intellectuelle et de tout un tas de choses. Tout le monde a conscience du risque et ça fait que, on peut pas avoir conscience d'un danger qui est réel et qui est vraiment illustré en permanence sans prendre les mesures qui vont avec. Alors justement, quelles sont les mesures que vous avez mises en place concrètement pour sensibiliser les collaborateurs aux risques cyber? Alors déjà, on a décidé de mettre en place une plateforme de sensibilisation. On a vraiment impliqué tout le monde dans ce choix de la plateforme et on a rendu cette formation vraiment obligatoire. C'est-à-dire que réellement, moi, je suis ceux qui ont 30 jours de retard, même jusqu'à 90 jours. Les gens vont me dire « j'ai pas le temps ». Déjà, je commence à leur dire que c'est jamais une question de temps, c'est qu'une question de priorité parce que sinon, on ferait pas grand-chose. Et après, en effet, ce qui est important, c'est que au départ, je suis incitatif, c'est-à-dire que je vais
pas forcément activer un levier hiérarchique directement. Je vais aller voir les personnes en leur disant, écoute, pour toi, pour la société, pour le potentiel scientifique, technique de l'association, pour la question de cybersécurité, c'est important que tu sois formé. Je ne t'en voudrais pas par limite de faire une erreur si tu en faisais une, mais je peux t'en vouloir si tu fais pas tout pour éviter des erreurs. Donc, si tu ne te formes pas, ça c'est déjà un premier point que je vais faire. Donc, je vais d'abord aller voir la personne sans lien hiérarchique une première fois. Ensuite, si c'est lié à un montage d'équipe, je vais aller voir l'équipe. Et après, en dernier recours, évidemment, si la personne continue à me dire j'ai pas trouvé le temps, etc., là, à ce moment-là, oui, on active un peu la hiérarchie. Et notamment, c'est obligatoire et c'est incitatif dans le sens où les primes peuvent être impactées par une non-complétion ou disons le fait qu'on fasse pas le maximum en termes de limitation du risque cyber. Ouais. Donc, finalement, l'adoption par la contrainte, d'une certaine manière, au final. Alors, en dernier recours, oui, mais au départ, j'essaie vraiment d'être incitatif parce que je suis vraiment, par exemple, à des petits déjeuners d'entreprise, je leur explique, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour telle entreprise, pour telle université, dans l'écosystème, voilà ce qu'on risque, voilà des mails de phishing. On partage aussi les mails réels de phishing sur une plateforme collaborative, un peu un réseau social d'entreprise. Et je félicite à chaque fois les gens qui voilà, je mets en avant les équipes qui ont les meilleurs scores ou le meilleur suivi, le plus faible taux de clic sur les tests de phishing, le meilleur score de formation et je mets ça. Enfin, il y a vraiment un affichage en fait du taux de complétion de la formation pôle par pôle, direction par direction au niveau de la machine à café. Et par exemple, quand un pôle est dernier, c'est qu'est-ce que tu fais en plus ce pôle-là, par exemple, a des données personnelles des salariés. C'est sympa, mais voilà, ça devient un peu une discussion de machine à café. Ça fait que tout le monde est impliqué aussi dans le fait de se former, de remédier. Et voilà. Donc ça a insufflé vraiment dans toute la culture d'entreprise. Et quels sont vos résultats depuis que vous avez mis toutes ces mesures en place ? Alors on est très content parce que du coup la première année de formation a été complétée à 90% et encore c'est 90% parce qu'il y a des gens qui sont arrivés en cours de route et qui n'ont pas eu le temps de faire les 60 50 à 70 modules. Mm-hmm. Donc ça c'est important et c'est important parce que vraiment dès le départ, dès que les gens commencent à avoir un peu de retard, je commence déjà à aller les voir en leur demandant mais comment ça se fait, tu trouves pas le temps, tu as du mal à te connecter à la plateforme, voilà, est-ce qu'il y a un souci. Donc voilà, au début accompagnant et puis à la fin en effet de leur dire que la prime de fin d'année va peut-être être impactée. Enfin ça c'est au niveau de la direction générale. Moi je préfère être incitatif et puis mais on a aussi voilà un volet un peu moins. Oui. Et quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui doit choisir une plateforme de sensibilisation pour ses collaborateurs et qui craint que son choix ne soit pas adopté ? Alors moi, ce que j'ai fait, en fait, j'avais un petit groupe en fait d'utilisateurs que j'appelle les représentants des systèmes d'information ou des outils collaboratifs, voilà, qui me remontent, voilà, le CRM ça va, tel outil ça va pas, voilà, donc plutôt sur les outils. Donc ça j'avais une petite équipe et je me suis dit quand on va mettre en place la sensibilisation, je vais prendre dans cette équipe-là. En fait, il y a des membres de tous les pôles et de toutes les directions. Les gens qui sont en général les plus cyber-friendly ou voilà adeptes du numérique en général. Et donc je leur ai dit écoutez, je vais vous présenter 3-4 plateformes de sensibilisation. Vous allez avoir 2-3 semaines pour les tester et puis on va faire un petit questionnaire de savoir laquelle vous préférez, comment ça se passe. Alors sur différents critères, quelle plateforme vous avez le plus envie de vous rebrancher dessus, quelle plateforme vous paraît la plus pédagogique. Quelle plateforme vous paraît la plus incitative ou la plus complète en termes d'apprentissage, etc. Et à la suite des votes, du coup, le choix a été fait. Ouais. Et alors, quel a été le choix ? Voilà, exactement. ouais. Dans le choix, ça a vraiment été SoSafe. Et en fait, SoSafe a été vraiment premier ex aequo sur l'ensemble des critères qu'on avait définis sur les choix de plateforme. Voilà, la pédagogie. Est-ce que vous avez envie d'y retourner ? Est-ce que vous avez voilà. Et il y a d'autres plateformes qui ont été écartées, soit parce que elles ont été jugées parfois trop gamifiées. En fait, il y a eu des cas comme ça où c'était peut-être trop compétitif, trop gamifié, et parfois trop scolaire dans le sens vidéo QCM et pas assez interactif. Et donc, ils ont trouvé un bon compromis en tout cas sur côté SoSafe et voilà. Et ça a facilité, je pense, après l'adoption.
parce qu'ils ont un peu servi d'ambassadeurs en interne en disant regarde, ça va être mis en place. Moi, j'ai trouvé ça sympa, les premières formations. Voilà, donc ça permet aussi d'irriguer du coup l'ensemble de la société, parce qu'il y a du coup des représentants dans toutes les équipes. Et alors, au-delà des statistiques de clics, quel est le changement de comportement le plus inattendu ou le plus positif que vous avez observé chez vos collaborateurs depuis la mise en place de la solution? Ouais, alors le clic, on est content parce qu'on est du coup à 2,2, enfin, on s'approche des 2%. Donc c'est vraiment pas mal et on est très content de ça. Et en effet, de façon inattendue, là récemment, d'ailleurs c'est pas plus tard qu'hier, une collaboratrice qui m'a dit j'ai évité une arnaque dans ma vie personnelle grâce à la formation SoSafe. Voilà. Et c'est un peu ce que je leur vendais aussi, c'est que vous protégez le potentiel technique et scientifique de la nation, vous protégez les informations scientifiques et voilà, des informations confidentielles. Certes, ça c'est une obligation de votre contrat de travail et vous avez l'obligation de faire la formation. Mais vous protégez aussi vous, parce que avoir une bonne hygiène numérique à l'heure actuelle, c'est même plus un choix, c'est une obligation. C'est-à-dire que tout le monde devrait avoir une base en fait de connaissances de cybersécurité pour se protéger. Et enfin, avez-vous un conseil à donner à un RSSI qui plafonne à 20% de participation sur ses campagnes de sensibilisation? C'est un vrai sujet. Quel est le levier à actionner dès demain pour inverser cette tendance? Alors moi, ce que je fais, en fait, c'est je parle aux équipes, je vais aux réunions d'équipe. En fait, je dis aux réunions d'équipe, trouve-moi un quart d'heure, je vais leur parler de la dernière attaque qui a eu lieu, je vais leur parler des chiffres. Voilà, est-ce que vos chiffres de complétion de la formation sont bons ou pas bons? Et aussi, à chaque nouvelle entrée dans la société, je passe 1h30 à 2 heures avec les nouveaux pour leur parler de cybersécurité. Donc, je leur présente vraiment toutes les attaques, tous les risques, les données auxquelles ils vont avoir accès, donc les données qu'ils vont devoir protéger, la charte informatique qu'on a en interne et le pourquoi de telle ou telle chose sur la charte. Donc vraiment faire en sorte que les gens soient acteurs en fait de la cybersécurité en leur précisant bien que on est tous responsables et qu'en fait il suffit d'une erreur en fait. Et je leur encore une fois, je leur en voudrais pas de faire une erreur parce qu'une erreur c'est humain et voilà, mais je leur en voudrais vraiment de ne pas tout faire pour éviter ces erreurs. Et dans tout faire pour éviter ces erreurs, il y a se tenir informé donc par ce réseau social où on partage les mails de phishing réels qu'on a pu recevoir, les cyberattaques et des informations, faire la formation au total et ne pas la faire juste comme ça, mais retenir les choses et appliquer aussi, par exemple, quand on a des politiques de mots de passe ou des choses comme ça, donc appliquer la formation au quotidien. On sera intransigeant sur le fait que si vous n'avez pas fait l'effort, à ce moment-là, s'il y a en effet un problème, vous avez signé la charte, vous n'avez pas fait l'effort de vous former et de faire attention aux mails que vous recevez, etc. Donc à ce moment-là, ça va être plus embêtant, quoi. Et est-ce que ça vous arrive de passer pour le gendarme de service? Oui, mais justement, mais en fait, j'essaie d'éviter à la base, j'essaie de leur dire, n'ayez pas peur de moi, ayez peur des hackers. Moi, je suis vraiment là pour vous aider, pour vous accompagner. C'est important. Voilà, moi, je vous donne les outils. Encore une fois, je vais vous donner les outils pour vous protéger. Voilà, certes, c'est très incitatif, etc. Mais le but, c'est pas que vous me craigniez moi à la machine à café. Alors parfois, il y a des gens me croisent à la machine à café. Ah, oui, vous inquiétez pas. Enfin, t'inquiète pas, Philippe, je vais rattraper mon retard, etc. Mais j'ai envie de dire, mais moi, je m'inquiète pas. Mais c'est vis-à-vis des menaces, vis-à-vis des hackers. Est-ce que toi, tu es suffisamment prêt, etc. Donc vraiment, je fais au maximum en sorte que les gens aient peur de la cybermenace, d'une cyberattaque. Parce que pour ceux qui en ont vécu ou pour ceux qui ont même vécu juste une simple arnaque personnelle, ça marque et c'est important. Et donc c'est surtout ça qu'il faut éviter. Eh bien, merci beaucoup d'avoir passé ces messages au micro du podcast. Merci Philippe d'avoir accepté de partager votre retour d'expérience terrain. Merci, au revoir. C'est la fin de cet épisode. Ce que je retiens de cette journée Signal est très clair. La cybersécurité ne se joue plus uniquement dans les data centers. Une grande partie de ce qui se joue relève de la psychologie, du design des produits que l'on met entre les mains de nos équipes et surtout de l'implication des directions. Le vrai pare-feu contre les cyberattaques, c'est nous. Merci d'avoir suivi ce deep dive exceptionnel en direct du Signal Security Summit à Paris. Tous les liens et ressources évoquées sont dans la description de l'épisode. Merci aussi aux équipes SoSafe pour leur accueil. Et à tous, je vous dis à très vite dans le monde de la cyber.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.